Non, merci beaucoup. On m'a demandé de parler pendant 12 minutes et demie. Probablement, ça sera le temps africain. Un peu glissé. Non, 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 pas du tout. Alors, mon texte, je l'ai intitulé « Nous aimons beaucoup les enfants, nous tuons beaucoup d'enfants ». Oman évite un rempart contre les politiques malthusiennes en Afrique noire. Ah, le micro. Ok, très bien. Alors, depuis sa publication par le pape Saint Paul VI, l'encyclique Humane Vitae totalisera 55 ans ce 25 juillet 2023. Malgré toutes ces années, le texte n'a vieilli ni dans sa forme, ni dans son fond, ni dans son actualité. Son message garde toute la force de son enracinement dans l'Évangile et dans la tradition de l'Église par rapport au mystère de la sexualité, du mariage, de la procréation et de la famille. Il est surtout une voix discordante dont toute l'autorité prophétique est confirmée par les drames démographiques, éthiques et existentiels des idéologies licencieuses et des pratiques laxistes de la sexualité et de la régulation artificielle de naissance. Grâce, entre autres, aux multiples possibilités de connaissances et d'intervention qu'offrent la science et la technologie dans les relations intimes entre l'homme et la femme, une certaine révolution hédoniste a dissocié la sexualité de l'amour conjugal et de son orientation radicale au don de la vie pour en faire un jouet dont les hommes peuvent disposer à leur guise sans spiritualité ni discipline. L'un des drames majeurs de cette nouvelle culture de la sexualité est la baisse de la natalité, surtout dans les pays des cultures occidentales. Vous êtes des sociétés de plus en plus vieilles qui, à cause du modèle de civilisation qu'elles sont en train de bâtir, ne facilitent pas la formation et l'épanouissement des familles et le renouvellement de leur population à un rythme qui équilibre les âges, compense les décès et assure l'avenir. Comme l'a indiqué le pape François dans son discours à la 3e édition des États généraux de la natalité, donc ce 12 mai 2023, plusieurs facteurs économiques ne facilitent pas le rêve des hommes et des femmes, pourtant bien disposés à fonder la famille et à partager la vie. Difficulté à trouver un emploi, difficulté à le garder, prix prohibitif des logements, loyers faramineux, salaires insuffisants. Cependant, il y a aussi des choix de vie qui sont ouvertement fermés à la générosité et aux dons naturels de la vie, comme le sont 1. Les nouvelles formes de famille basées sur des relations contraires à la nature humaine et auxquelles plusieurs États occidentaux ont déjà conféré une légitimité juridique. 2. L'antinatalisme de ceux qui considèrent la procréation des êtres humains, voire la naissance d'autres êtres sensibles, comme un fait immoral, parce qu'elle ne respecte pas l'autonomie des individus, elle ne respecterait pas l'autonomie des individus, leur imposerait une condition humaine en soi absurde et pénible, ne préserverait pas les ressources naturelles et provoquerait la pression démographique. 3. L'animalisme qui, chez certains, va jusqu'à la substitution de l'enfant par l'animal de compagnie comme le chien ou le chat. Le pape François a raconté 2 anecdotes assez instructives là-dessus. 4. L'égoïsme et la démission de ceux qui considèrent l'enfant comme un grand handicap par rapport à leur vision de l'épanouissement personnel. 5. Le désespoir de ceux qui, bien que conscients de la valeur mystérieuse de la vie, pensent qu'il ne vaut pas la peine de procréer dans un monde qui s'est paganisé et déshumanisé. Je connais beaucoup de jeunes Espagnols qui viennent chez moi en vacances, disons en mission, en été,
30, 40 chaque année, il y en a qui me disent, Padre, pourquoi me marier pour partager la vie dans un monde aussi fou? Alors, qu'en est-il de l'Afrique noire? Pour éviter une généralisation abusive, je voudrais me limiter à mon expérience des citoyens de la République démocratique du Congo et j'emprunte ma première réponse au président Mobutu dans son livre Dignité pour l'Afrique. Je le cite. « Nous voulons des enfants, nous aimons les enfants, notre territoire vaste et sous-peuplé en a besoin. » Mon pays, le Congo, c'est 5 fois la France, c'est 4 fois la France, 5 fois l'Espagne. On nous dit que nous sommes 80 millions, mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'on n'a pas fait de recensement. Mais bon, quand même, il y a encore assez d'espace pour vivre. Mais cette réponse est incomplète, parce que la réalité n'est pas aussi idyllique. Ainsi qu'en témoigne ma deuxième réponse, que j'emprunte à un article mis en ligne le 11 mai 2023 par Radio Okapi, l'une des radios les plus influentes de mon pays et qui appartient à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Cet article porte ce grand titre. Goma, plus de 200 femmes déplacées bénéficient d'un service d'avortement sécurisé à Boulengo. En effet, cette opération a eu lieu du 11 avril au 11 mai 2023 pendant, je cite, la campagne d'offre de soins de santé sexuelle et reproductive initiée par l'ONG IPAS RDC, une branche congolaise d'une organisation états-unienne qui, je cite, lutte pour la promotion de la santé des reproductions chez la femme et pour la réduction du taux de prévalence des avortements insécurisés en RDC. Je ferme la citation. Reprenant le slogan bien connu, le point focal de cette association indique que, je cite, son organisation travaille pour que chaque femme ait le droit de disposer de son corps. Fin de citation. Et il explique le sens de leur travail en ces termes. Je le cite. Il a été question de donner des soins, il parle des soins, liés à l'avortement, à la planification familiale, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Nous avons eu plus de 200 cas de demandes d'accès aux soins d'avortement sécurisés. Et nous l'avons fait correctement. Je continue à citer le monsieur, c'est un Congolais. Il est même de mon ethnie parce qu'il porte un nom proche de ma famille. À ce jour, continue ce monsieur, nous n'avons aucune plainte associée à ces soins. Fin de citation. Alors, l'une des bénéficiaires de cette campagne justifie ainsi l'avortement auquel elles ont été soumises. Je la cite. « Ce ne sont pas nos maris qui nous ont engrossés. C'est pendant notre déplacement que nous avons été violés et nous nous sommes retrouvés avec des grossesses indésirables. Cette sensibilisation était vraiment nécessaire pour nous. » Fin de citation. Je peux donc dire que dans mon pays, nous aimons beaucoup les enfants, mais aussi nous tuons beaucoup d'enfants. Comme vous le savez, depuis 1996, donc 1996, mon pays est dans une guerre qui a déjà fait plus de 12 millions de morts dont on ne parle pas. Et chaque année, on totalise autour de 500 000 cas de viol des femmes. Donc l'amour des enfants est enraciné dans notre culture traditionnelle au point que la stérilité et le célibat, même consacré comme le mien, sont souvent vécus comme un drame. Dans les villages, le corps d'un enfant avorté ou décédé en bas âge était enterré dans l'entrée de la case afin qu'il soit de nouveau conçu et qu'il ait l'opportunité de développer toutes ses potentialités humaines afin de pouvoir mieux vivre dans le village des ancêtres. Ça se fait encore. L'assassinat des enfants est aussi une marque de notre plein ancrage dans une modernité fortement marquée par l'emprise de l'Occident. Et pour plusieurs raisons, l'Afrique noire est un univers fragile et poreux sur bien des plans. Par rapport à la famille, à la sexualité, à la procréation, l'influence de l'Occident est de plus en plus grandissante, bouleversant et mettant en crise la culture traditionnelle de la vie et de la famille.
En effet, à l'ombre de la pudeur et de l'absence de débat public sur tout ce qui touche à la vie intime, la destruction de la sexualité de la famille initiée par l'Occident depuis des années ici, notamment en ce qui concerne la contraception et l'avortement, fait son chemin même dans nos villages les plus reculés, parfois avec le concours douloureux ou intéressé des institutions médicales et caritatives des églises. Je dirige une petite association que j'ai fondée depuis bientôt 17 ans. Et c'est surprenant, vous pouvez aller dans des petits villages, vous ne trouvez pas de microscope, mais vous allez trouver tous les moyens modernes de contraception qui se distribuent gratuitement et parfois par des religieuses. Alors, parmi les nombreux facteurs internes et externes qui contribuent à cette crise dans mon pays, je ne sais pas quel est le cas du Nigeria, nous pouvons indiquer les 9 suivants. 1. La perte, surtout dans les milieux urbanisés, multiethniques et acculturés, des structures traditionnelles d'initiation à la mystique et à la discipline dans les domaines de la vie, du mariage, de la famille et de la sexualité. Si vous venez chez moi, dans mon petit oratoire chez moi à la maison, j'ai un missel que j'ai acheté avec l'argent que ma jeune sœur m'a donné parce qu'elle a marié sa fille et sa fille, le mari l'a trouvée vierge et comme c'est encore une valeur, le cadeau qui a été donné à ma sœur, elle me l'a donné et je l'ai converti en nouveau missel pour la messe. Mais ces structures-là sont en train de tomber. Les valeurs de continence, si vous allez dans des villages, vous ne trouverez pas des enfants. Entre un enfant et un autre dans des villages, il y a au moins 2-3 ans d'écart. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute une culture de continence, d'abstinence dans les relations entre l'homme et la femme. Par exemple, la belle-mère venait s'installer le temps de la lactance, donc à la maison. C'était une manière de vous séparer. Hein? Donc, oui, alors, dans sorte que mettre au monde pendant qu'un enfant est en train de téter est une honte publique dans les villages. Mais tout ça, c'est en train de se perdre. 2. Les injustices sociales, on va glisser un peu peut-être, les injustices sociales qui, surtout dans les bidonvilles, créent la misère et la détresse, condamnant souvent la femme à la prostitution et au vice comme moyen de survie. 3. L'utilisation systématique des violences sexuelles, on vient d'évoquer le cas de plus de 200 enfants qui viennent d'être tués dans mon pays, donc des violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits intercommunautaires ou internationaux, avec des séquelles psychologiques graves, le rejet ou la stigmatisation sociale des victimes et le drame des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles. 4. La promotion de la sensualité grâce à la banalisation, à l'accès facile à la pornographie, notamment avec le nouveau moyen de communication sociale. Et dans mon pays, il y a même l'accès gratuit à des réseaux sociaux assurés par les compagnies de téléphonie justement pour ça. Et on a vécu un drame dans mon village. Un monsieur s'est pendu lorsqu'il a surpris son fils en train de voir des films porno qui étaient dans son téléphone à lui. Il n'a pas pu supporter continuer à vivre devant son fils qui voyait ces films de pornographie. Alors, 5. Les agendas idéologiques de certaines grandes puissances ainsi que leurs institutions internationales sur la famille et la sexualité. Donc ça, c'est courant. Si en Ouganda, on dit on ne reconnaît pas mariage entre hommes et femmes, on dit on ne vous donne pas de l'argent. Il y a toutes ces pressions-là sur nos pays. 6. La subordination majoritaire de l'aide publique ou privée au développement, à l'acceptation des antivaleurs sur la famille, la sexualité et l'autre. Je suis dans le monde de la coopération internationale aussi. Combien de projets ne sont pas financés? Parce que dans mon pays ou dans mon village, je dis, on vous parle de personnes invisibilisées. C'est-à-dire, je dois leur dire que dans mon village, il y a des LGTB, ça va? Alors là, ils peuvent financer. Mais moi, j'ai besoin d'un puits d'eau. Qu'est-ce que ça a à faire avec des LGTB qui n'existent pas dans mon village? Et donc, il y a tout ça. 7.
la consécration de la permissivité, du dérèglement des mœurs et l'usage de moyens artificiels de protection, au lieu de la vertu, la continence, la chasteté, la fidélité dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 8. Le mythe de croissance démographique comme principale cause de la misère en Afrique noire et non comme une force eu égard à nos ressources naturelles et culturelles, voulant ainsi faire oublier les injustices historiques et structurelles qui sont les véritables causes de nos problèmes. 9. Le silence, la distraction, la lâcheté ou la complicité des autorités politiques, médicales, coutumières, religieuses, y compris nos évêques, sociales et intellectuelles, face à l'agression, à l'invasion de l'Afrique noire par des idéologies et des programmes de la culture de la mort. Je vais terminer alors en disant, Ouman évite dans ce contexte où effectivement la lutte contre la vie, la culture de la mort est en train de croître chez nous. Je vais terminer en disant que Ouman évite pour nous ou pour moi représente 3 grands défis. Le premier défi donc pour l'Afrique noire, c'est le défi de l'autonomie et de la liberté de discernement des décisions que nous devons reconquérir et protéger par rapport à toutes ces idéologies qui nous envahissent et nous sommes des sociétés fragilisées. Deuxième défi important pour moi, c'est comprendre et vivre la sexualité, non pas comme un jeu arbitraire, mais dans sa relation ontologique, d'une part au mariage et d'autre part au devoir de transmettre la vie. Et là, chez nous, si dans mon village, ça continue. Donc, si vous avez eu par hasard des relations avec une fille et que vous l'avez rendue mère, vous l'épousez. Vous l'épousez parce que cet enfant-là a besoin d'un père et d'une mère. 3. Ouman-Évite est enfin une école de la sacralité de la vie humaine dans sa conception, dans son développement, dans sa mort naturelle, mais aussi dans sa plénitude dans l'au-delà. C'est une dimension importante que nous devons rappeler. Et nous autres, fin octobre, nous organisons chez nous un colloque sur Ouman-Évite. Merci beaucoup. J'espère, ça a été 10 minutes africaines, donc je n'ai pas dépassé le temps. Eso es, 10 minutos africanos. Esperemos que Obianuyu tenga 10 minutos europeos. Muchas gracias. Thank you very much. Now I have about 5 minutes from that Father has left me. Thank you, Father, for this wonderful talk, but I'll have to discipline myself as well. So the core of Malthusian thinking is that human beings are nothing more than consumers of resources. Therefore, an increase in population is inherently detrimental to nations because population growth, it is believed, will always outpace resources and food supply. We hear this all the time. However, with thorough and extensive research that has been done over the years, this basic core of Malthusianism has been refuted and debunked. But this has still not stopped the spread of a neo-Malthusian movement, which still, up until today, 2023, still keeps having an influence and effect on the policies that are affecting different nations and the resolutions that are made and the funding decisions. The population control movement is still very much alive. And there is no place where Malthusian theory and thinking is being formulated into nationwide policies as much as it is across Africa. It will not come as a surprise to any of you, but they keep talking about population growth in Africa. Every time one says, oh, increase in population, in the mind, it kind of goes to Africa. So that is still affecting us. That kind of thought is affecting us because that movement and the Malthusianism behind the forces and the powers that be, they're pushing this thought. And in the minds of people in Europe as well as in Africa, we are believing, oh, if there's a population problem, it could be in Africa. So that is a problem. But it's not gone unnoticed that, yes, many people have spoken at this wonderful Congress about the population decrease, demographic winter.
But the one place where we are not hearing about that is in Africa, because there is still about an average of 4.5 in birth rate or fertility rate within the African populations, if you consider the entire continent. So why is it that our population remains kind of stable, or even we are having like healthy population growth, I will call it? Why? Why does Africa have a higher birth rate than other continents? Is it because we don't know about contraceptives? We don't have enough education, the women, that we cannot access artificial contraceptive drugs and devices? Is it because women don't have access to contraception if they wanted? Allow me to insert at this point that I believe, being born and raised in Nigeria, and educated in Nigeria, that part of the reason why the whole contraception thing that we've been talking about since yesterday hasn't really taken, it's not as popular, or it hasn't taken root in many of the African communities because of the attitude and the thinking that we have towards children. When a baby is born, we welcome babies, at least in the most parts. And some of the things that Father had alluded to, yes, when someone talks, they will say, yeah, we do love children in Africa. I've been to different African countries, and our attitude towards children is kind of shared from one country to the next. So this is why surveys continue to show that Africa has a lower contraception uptake, higher desired birth rate, as well as high rate of contraception discontinuation. This means that when the United Nations Population Fund and other organizations come through our villages and they give women these free contraception, if you come back in a year, they will still not be using it. They will discontinue it. No thank you is always the attitude. So the new thing that they have learned to do is to give women, at least from what we have seen on the ground, is to give women contraceptive drugs and devices that they cannot easily remove, like the implants and the IUDs, which I think is actually quite barbaric. And in response to this, this lack of zeal in Africa for contraception, the response of the international community has been that since 1996, the international community has spent about $100 billion with a B dollars in the developing world, particularly to slow population growth in what they call population programs. And of this $100 billion with a B, they give about 70% of that to Africa. So currently, Africa's donors, they give us about $9 billion every year, just dedicated to contraception, condoms, and everything surrounding it. So I want to just quickly mention about 3 points where we feel the pressure, because the donors' desperation is getting too much. Every few years, we hear these predictions that in the next 50 years, every 1 in 4 adults will be an African. Yes, many of us have heard it. So there are all these kinds of studies coming out. So there is so much pressure on the African nations, on the African leaders, on the African institutions and establishments. So it's having several effects on us, but let me just quickly mention 3. The first thing is what we see in the prioritization of development projects. So when one hears of development project, you quickly think of water in some village, or food program in some, in some camp somewhere in Africa, or you think of schools being built for African children to get educated. But actually, no. There are many instances, I think Father had mentioned it as well, that where you get into a hospital and you don't even see antibiotics, you don't see microscopes. But yeah, you will see every array, the wide array of contraceptive drugs and devices that are available. And as a result of this, millions and millions of taxpayer dollars and pounds and euros are being spent on contraception that is not even being accepted by the African women.
This is neocolonialism, and it's a kind of misprioritization that not only harms the Africans themselves, but also I think it is a harm on the taxpayers yourselves who are giving the money to your governments and your government agencies. That a few years ago, just a quick example, in 2021, it was in the newspaper in Kenya that there was a huge recall of many of the implants, the free contraceptive implants that were being given to women. Millions of dollars. So the government was trying to recall all of that because they were contaminated and they had molds growing on them. But this was being given to African women in villages. There is also this situation where we are finding Africa's donors lobbying and targeting our supranational organizations so that they can bring forward the so-called reproductive health bills. And a lot of these reproductive health bills, when you open it and you are reading it, very obviously you would see that they are targeting partly young African children because the adults are already formed in this way of thinking that we love family, we love life, we love children. But so they target the younger Africans, proposing things that they call adolescent-friendly family planning. Will you allow me to say that that is an absolute oxymoron? That a child, an adolescent is a minor and a child does not need, therefore, any kind of family planning. There are also the situations, secondly, of health risks that these contraceptive drugs and devices pose to the African women. I'm so glad I don't have to go deep into that because it was presented in the panel so excellently before ours, that the kinds of side effects that we see, no matter where contraception exists, there will exist these horrible side effects on women, the weight gain, the bone density loss, the loss of libido. So I, a few years ago, produced a documentary, and some of the women were telling us that this was in a village in Uganda, that they gave them the free contraception, and then these people came in a mobile clinic, so they actually not even present there. There is no backup, there is no checkup. They give these women the contraceptives, and they drive away. And most times in the West, when a woman has a side effect, they go to their doctor, 1 mile away, 2 miles away, and the doctor will try to treat it. But imagine in an African village where a woman is experiencing blood clots that could potentially be fatal. This is what we are unfortunately seeing on the African continent. We are also seeing as well the kind of power that is being introduced into the minds of the African politicians. Because every time they go to the United Nations or they go to the European Union, they are being told, you have a lot of population growth. And so our leaders are being put into this very pressured situation where they are thinking and talking about child limitation policies. And anybody who is well informed and who knows what happened in China will know that something like a 1-child policy, a 2-child policy, a 3-child policy will actually be tyrannical. And if a government decides in their minds that the problem is actually population growth, they can actually attack people and they can attack their population. If you think that governments do not have enough power and it will never happen, think about what happened when they made us to wear these for 2 years. They made us to wear these for 2 years. Any government in the world that could make its people to wear this, believe me, can make every woman, every girl that has had her first period to have a contraception instilled into them. And this is exactly where they are pushing our African and instigating our African leaders to head to. And we are heading towards that, believe me, because we have had national debates where people are saying, why should poor people be having children? Yes, indeed. If that then becomes a national conversation, one day it can be a new China that is pushing its population to a place where we don't even want to think about it. So we thank the marvelous holy man who had written us this wonderful encyclical, because within it, in the part number 17, he said, let it be considered also that the dangerous weapon would thus be placed in the hands of public authorities. He went forward to say, who will blame a government for tackling its nation's problems with measures of the kind that
claimed to be morally permissible for married people. He also said, who will prevent public authorities from favoring ways of preventing conception they think more effective, or indeed from ordering every one of them to whenever the authorities feel that it is necessary. Contraception can actually be a weapon. It can be weaponized. It is in the minds of some of our leaders because our Western donors is pushing them that this is the right direction to go. So we thank the church, the Catholic Church, for continuing to present the teachings in this encyclical Humanae Vitae, saying very loudly and without apologies that you cannot, we will never accept this, even though the world is putting pressure. The all-knowing medical industry is putting pressure. The very powerful political institution is putting pressure, but the church continues to stand. That's why we're hoping Humanae Vitae continues to stand to actually defend it and protect the dignity of the millions of people around the world, especially in a special way, the world of the poor. Yes, we're talking about all the things, women should have the best care, and that's natural family planning and all that. It's absolutely wonderful. But when it comes to Africa, it's a matter of human rights. If we let go of Humanae Vitae and the teachings within Humanae Vitae and the prophecies within Humanae Vitae, then people will no longer be protected. So please, the church, rise and continue to defend what Humanae Vitae says, and don't drop the ball, because if we drop the ball, we will end up in a really tyrannical position. Thank you.